Pierre de Villeneuve. Avec Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Mathieu Souquier, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être avec nous. Bonjour. On parlait à l'instant avec Catherine Ney d'Éric Coquerel. Ça vous inspire quoi, Yves Tréhard ? Bon, écoutez, c'est vrai que c'est assez atypique d'avoir un profil pareil à la tête de la commission des finances. Alors évidemment, il est précédé d'une réputation de diable, je dirais, puisque c'est un ancien trotskiste. Et c'est vrai que bon, il a un profil qui paraît assez inquiétant, je dirais, pour une bonne partie des Français. C'est lui qui a poussé Mélenchon à participer à cette manifestation de novembre 2019 à côté d'islamistes notoires. Et puis il a le verbe extrêmement tranchant contre le capital. Ça y est, il veut déjà taxer les grandes entreprises qui auraient fait des profits pendant la crise. Bon, il veut surveiller l'évitement fiscal. C'est un profil, je dirais, si vous voulez, dans la conscience collective française, l'arrivée de Coquerel à la commission des finances, à la tête de la commission des finances, me fait penser au char soviétique en mai 81, quand Mitterrand a été élu. Vous savez, c'est un peu la même peur, la même frousse, quoi. C'est un peu ça. Mathieu Souquier. Il y a une nouveauté, effectivement, c'est que les oppositions radicales jusqu'à présent, politiquement, elles existaient à l'élection présidentielle. La nouveauté, c'est qu'on a désormais des oppositions radicales au cœur de l'institution parlementaire. Donc ça fait bizarre à tout le monde. On n'avait pas en plus... C'est un changement de modèle politique. On n'avait pas imaginé que ça allait se produire comme ça. Même il y a quelques semaines, d'abord on n'avait pas du tout anticipé en termes de projection en siège le poids de l'extrême droite au Parlement. Et même, encore une fois, l'union de la gauche, on ne l'avait pas vu venir. Jusqu'à l'élection présidentielle, on n'avait pas imaginé que ce soit possible. Et donc on se retrouve avec un Parlement qui a une configuration tout à fait inédite et inattendue. Avec quand même deux forces politiques d'opposition qui sont différentes, parce que la France Insoumise, qui n'avait que 17 députés, elle était totalement inscrite dans le travail parlementaire au cours de la précédente législature. Contrairement à l'extrême droite, qui était non seulement moins représentée quantitativement, mais qui par ailleurs, et je dirais que c'est même l'histoire de l'extrême droite, n'avait jamais investi en fait le travail et le débat parlementaire. Marine Le Pen avait été au Parlement européen, était à l'Assemblée nationale, mais en réalité, elle brillait ou par ses absences ou par ses silences. Là, c'est différent. On voit qu'on a deux partis qui vont être au cœur de l'institution pendant 5 ans. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on préfigure beaucoup de choses alors qu'ils n'ont pas encore commencé le travail parlementaire? On voit quand même qu'ils adoptent l'un et l'autre des postures assez différentes. Alors certes, Éric Coquerel a mis une veste et une cravate, mais encore une fois, la France Insoumise était déjà très investie, y compris dans le travail des commissions, chez le coiffeur aussi, commissions parlementaires. Éric Coquerel, d'ailleurs, était considéré comme un des plus assidus et un des plus travailleurs au sein de la commission des finances au cours de la précédente législature. C'est nouveau pour le Rassemblement national. Et c'est souvent la fonction qui fait les hommes et les femmes, d'ailleurs. Une fois qu'ils sont en place, ils s'arrondissent, ils se lissent, et ils épousent finalement la cause nationale d'une certaine façon, parce qu'il y a une crainte quand même d'être tenus pour responsables. Et c'est là aussi que il faut les attendre dans les mois, et il faut pas leur faire un procès, instruire un procès trop facile, parce que ils veulent pas être tenus responsables du chaos. Si vous êtes tenu responsable du chaos, politiquement c'est très très difficile après de rattraper, de faire le service après-vente. Et donc c'est vrai aussi bien. Alors Madame Le Pen l'a compris, et elle a compris assez tôt, elle. Et j'ai l'impression que chez Mélenchon, on commence à le comprendre aussi. Alors on va voir si ça tient, parce que vous savez, le naturel revient vite au galop quand même. Catherine Ney. Ce qui est intéressant, c'est que pour Éric Coquerel, il va avoir un grand bureau et une voiture et un chauffeur. Alors va-t-il l'utiliser? Ce qui est quand même contraire à la doctrine révolutionnaire, vous voyez. Donc on va voir s'il s'embourgeoise un peu. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le groupe NUPES, qui est très important, a perdu quand même le leader Maximo, c'est-à-dire que Mélenchon, Jean-Pierre, si vous nous écoutez. Mélenchon a fait le choix de ne pas être au Parlement, ce qui est sans doute une erreur, tandis que Madame Le Pen sera au Parlement où elle va tenir ses troupes avec des directives elle veut aller vers la normalisation qui a commencé, comme le montrent déjà les sondages. C'est ça la grande aussi particularité de cette nouvelle Assemblée, c'est que les grandes figures, si on peut appeler ça comme ça, du paysage politique actuel, ne sont pas en dehors de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe n'est pas là. François Bayrou
Il délègue, en fait. Il y a des délégations. Ouais. Richard Ferrand, l'ancien président, qui est considéré aujourd'hui comme une des figures de la majorité présidentielle, n'est pas là non plus. Donc, effectivement, il y a un vide là qui est assez étonnant. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça, justement, que les grandes figures ne soient pas là? Alors, je dirais que ça fait déjà... On avait déjà l'habitude au Parti Socialiste, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Parti Socialiste, à un moment, était à l'Assemblée nationale il y a quelques années, par exemple, pendant Nicolas Sarkozy, alors que Martine Aubry, qui était, je crois, à la tête du parti, n'était pas députée. Pour moi, ça représente un handicap énorme, si vous voulez, parce que je pense que vous ne participez pas au débat national de la même façon et que vous ne pouvez pas transmettre vos ordres de la même façon. C'est-à-dire qu'on dit souvent que c'est une tribune. Et en tout cas, on a vu par exemple à l'élection présidentielle que nous avions pour candidats et même pour candidates des patronnes de grandes collectivités locales, mais sans expérience parlementaire récente, en tout état de cause. Et donc on voit bien que ça a ses limites. Entre Xavier Bertrand à la primaire de la droite, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, on a vu que le travail parlementaire pouvait avoir ses vertus pour l'inscription dans la politique nationale. Un complément par rapport à ce que vous disiez, en réalité, je voyais un sondage IFOP d'hier qui disait qu'une nette majorité de Français, je crois quasiment 70% des Français, voient en fait plutôt d'un bon œil les équilibres qui s'opèrent à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on n'est pas en cohabitation, mais la majorité relative, ça précisément, ça les renvoie à la nostalgie de la cohabitation, et les Français ont l'air de se dire qu'un peu d'équilibre dans les débats publics et un peu d'esprit constructif pour construire des majorités de projets, comme l'on dit, en tout cas, les Français y adhèrent plutôt. Mais ils ont inventé la proportionnelle sans la proportionnelle, les Français. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ça qui est intéressant. Mais quand vous dites Édouard Philippe n'est pas là, mais lui, il est victime du non-cumul des mandats. Et le non-cumul des mandats a fait qu'il y a beaucoup de vedettes, en France, qui ont perdu. Ben voilà, et c'est d'ailleurs, moi, je pense que c'est une énorme erreur. Non-cumul d'ailleurs sur les collectivités, parce qu'on peut être ministre et député. Ce qui non, on peut pas être ministre et député. Vous avez un suppléant, mais vous êtes élu et puis après vous avez un suppléant. On s'entend bien. On ne peut pas être député et maire. On ne peut pas être député et maire. Ça se limite à la collectivité. De ce point de vue, le ministre et suppléant, la règle n'a pas changé, je dirais. Sauf si elle a changé après. C'est-à-dire quand vous n'êtes plus ministre, vous pouvez retrouver votre siège de député quasiment immédiatement, ce qui n'était pas tout à fait le cas par le passé. Mais d'ailleurs, il y a deux écoles là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Français qui disent mais comment est-ce qu'on peut élire un député qui ensuite ne siégera jamais à l'Assemblée nationale puisque ça sera son suppléant. Et puis une autre partie des Français qui disent c'est bien d'être ministre et en même temps être ancré dans un territoire en étant député. Donc c'est assez difficile. Vous savez qu'à l'étranger, notamment en Allemagne, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez exercer les deux fonctions, justement. C'est ça qui est assez... Mais je pense que la vie, effectivement, la vie politique française a beaucoup pâti, justement, de ce non-cumul des mandats. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait rétablir au moins un cumul des mandats possible entre un mandat local et un mandat national, parce que, contrairement à... Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quasiment tous les partis étaient favorables à cette réforme, y compris à droite, aujourd'hui, qui n'arrête pas de maudire cette réforme. Eh bien, elle-même, je me souviens très bien de Bruno Le Maire, quand il était chez les LR, était partisan d'un non-cumul des mandats. Les partis... Dans le temps et dans l'espace, d'ailleurs, dans les deux. Absolument. Et ça, c'est une erreur totale, parce que ça déconnecte complètement les élus. Les partis et l'opinion elle-même. Souvenons-vous, vous avez raison, on a vu que le nouveau système avait ses limites, qu'il avait probablement ses vertus, mais qu'il avait aussi ses limites. Mais à l'époque, encore une fois, où on l'a mis en place, on avait surtout observé aussi les limites du système antérieur, où on avait un cumul de mandats avec plusieurs S, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des cumulards depuis très longtemps, dans la durée aussi, et sans doute qu'il fallait un peu oxygéner le système. Bien sûr. Alors, en tout cas, le début de semaine prochaine va être assez croustillant. On va avoir un remaniement qui, je parle sous votre contrôle, mais va être à la marge, avec quelques ministres. Et puis ce grand discours de politique générale qu'on attend tous, j'imagine. Mais alors, ce qui est surtout très particulier, c'est qu'on pourrait très bien avoir un discours de politique générale sans avoir le gouvernement avant. C'est vrai. Rien ne dit qu'on ait le gouvernement avant. Alors, ce qui serait, d'une certaine façon, pardonnez-moi le mot, qui est un peu fort, sans doute, mais une escroquerie. Parce qu'à partir du moment où vous ne connaissez pas la formation du gouvernement, je vois pas pourquoi vous voteriez pour une équipe qui n'existe pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a longtemps cru que la première difficulté du gouvernement, ce serait l'adoption, une fois installé, ça serait l'adoption du projet de loi pouvoir d'achat. Or, il pourrait buter sur un autre obstacle, qui est celui du prolongement de l'état d'urgence.
parce que puisque le Covid revient en force, on le voit tous les jours actuellement, et l'état d'urgence prend fin le 31 juillet prochain. Or, il est là depuis 2020, depuis 2 ans, cet état d'urgence, il permet au gouvernement de prendre des mesures telles que le port du masque, telles que le pass sanitaire, tout ça. Et si jamais il a besoin de tout ça, eh bien, il faut qu'il ait une loi adaptée. Et il y a beaucoup de formations politiques, notamment les formations radicales, qui sont hostiles à ça, sous prétexte que ça réduit les libertés. Et on n'a plus de ministre de la Santé. Et on n'a plus de ministre de la Santé. En tout cas, il y a effectivement un double enjeu la semaine prochaine avec le discours de politique générale de la Première ministre. D'abord, il y a un enjeu politique qui consiste à se redonner un peu d'élan ou un peu d'oxygène. C'est-à-dire que la réélection d'Emmanuel Macron ne lui a donné aucun élan et la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon n'a non plus donné aucun élan en fait politique. Au contraire, on a bien vu qu'ils se sont pris la vague au moment des législatives. Donc, il faut se redonner d'une certaine façon de l'élan et la composition du gouvernement, quand même, de ce point de vue-là, est un signe. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis, il y a encore une fois une ligne politique à clarifier. On dit qu'il y a beaucoup de flou dans ce qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron. C'est pour partie vrai. Alors, ça tient surtout au fait qu'il y a eu un changement de ligne, parce qu'en réalité, son programme au premier tour de l'élection présidentielle, il était relativement clair. Il était très techno, mais il était très complet. Il l'avait présenté, une conférence de presse de 2h40 qui avait asphyxié absolument tout le monde. 4h15. Donc, il y avait en tout cas, donc un programme. Catherine a compté les minutes. Tout à fait complet et indigeste. Mais il y avait un programme plutôt tout à fait de droite au premier tour, puis on a découvert la planification écologique dans l'entre-deux tours, et donc on ne sait plus si on fait la retraite effectivement à 65 ans ou si on fait la planification écologique. Et donc la composition du gouvernement de ce point de vue-là va aussi donner quelques indications sur la feuille de route. En attendant la retraite à 64, 65 ans ou par annuité, en tout cas voilà, Olivier Dussopt était notre invité tout à l'heure, il nous a informé, c'était la première fois qu'il le disait, qu'il allait réunir les partenaires sociaux la semaine prochaine pour mettre en place le comité de suivi de négociation salariale, justement pour aligner en fait toutes les branches du SMIC sur le SMIC. Donc ça c'est quand même un travail, en fait c'est une sorte de réponse à ceux qui veulent un SMIC à 1500 ou peut-être plus. Mais de toute manière cette surenchère il l'aura de toute manière quoi qu'il arrive, parce que justement les syndicats risquent de jouer là-dessus sur cette surenchère vraisemblablement. Ce qui va être intéressant aussi de savoir, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est que savoir quelle est la place qui va être accordée à la réforme des retraites dans ce discours de politique générale. Je pense que la réforme ne peut pas être escamotée. C'est pas possible. Elle peut pas la mettre sous le tapis, elle peut pas ne pas en parler. Ça me paraîtrait très compliqué. Et est-ce qu'elle peut ne pas parler d'endettement ? Et est-ce qu'elle peut ne pas parler d'endettement aussi ? Et pour compléter aussi ce qu'il vient de dire, c'est que le paysage politique et économique a complètement changé. On a fait une campagne présidentielle, alors que économiquement on n'était pas encore menacé par des nuages dans de nouvelles Trente Glorieuses. Et là on est dans une tout à fait nouvelle réalité, qui est une réalité plutôt inquiétante d'ailleurs, et qui est aussi étroitement due à la guerre en Ukraine, puisque l'augmentation des énergies et des matières premières vient beaucoup de là aussi. Ouais, il y a des pare-feux gouvernementaux, mais on sait qu'ils ne sont pas pérennes. Alors c'est quoi la solution ? Bien sûr que non, puisque s'il y a de l'inflation, par définition, ça sera difficile. 5,8% à ce stade, dont 17% à la fin de l'année. Et quand on regarde l'inflation dans les pays de l'Est, on est bien au-delà de 10%. En tout cas, il y a effectivement la pression du contexte, la pression du contexte international qui est forte. Comme le disait Yves Tréhard à l'instant, il va y avoir la pression des oppositions au Parlement. Et puis il va y avoir très forte, comme d'ailleurs au moment de l'élection présidentielle, la pression de l'opinion, parce que le pouvoir d'achat, qui était déjà la préoccupation prédominante des Français au moment de la présidentielle, s'est encore renforcé. C'est-à-dire que c'est le sujet numéro 1 et de très loin. Donc il va falloir traiter le sujet. Catherine, comment est-ce que vous appréhendez ou comment est-ce que vous attendez plutôt la déclaration de politique générale de Madame Borne ? Ça doit être une clarification de ce que veut faire le gouvernement, parce que dans le fond, y compris les ministres, ne savent pas vraiment. Et puis surtout, il faudra qu'avant de parler, elle se soit vraiment entendue avec le président, qui est quand même très très silencieux depuis pratiquement son élection présidentielle. Il a disparu des radars. Alors il s'occupe de politique étrangère, il est très occupé, mais là il a complètement désinvesti le travail d'un président de la France, parce qu'on ne l'entend plus, on ne le voit plus, et d'ailleurs beaucoup de députés de la Macronie s'en inquiètent, se posent des questions. Il dévisse d'ailleurs dans la cote de popularité, on l'a vu dans le Figaro
Figaro. Il y a une chose qui est intéressante aussi. Moins 9 points depuis avril dernier. Dans les sondages, c'est que les sondages, apparemment, l'opinion dans ces sondages veut que Madame Borne pose la question de confiance. Oui. Et là, ça va être intéressant aussi de voir comment elle aborde la question. Moi, je pense qu'elle a intérêt, effectivement, à poser cette question de confiance. Je pense qu'il y a tout à fait intérêt. Même si, par le passé, certains premiers ministres s'en sont passés. Et, un seul. Pardon ? Certains au singulier. Non, Messmer n'a pas posé la question de confiance. Ah oui, mais ça j'avais oublié. Oui, Messmer, Rocard, oui. Madame Bérégovoy, Monsieur Couve de Murville en 68 aussi ne l'a pas posé. Oui, mais enfin, c'était il y a 50 ans. Oui, mais là c'est-à-dire qu'il ne partait pas avec un a priori de faiblesse, alors que là, elle part avec un a priori de faiblesse. Donc, elle a intérêt à inverser la vapeur. Et elle risque rien. Elle risque rien parce que elle a un enjeu d'autorité incontestable. Merci à vous trois, merci à Catherine Ney, merci à Mathieu Souquet et Yves Tréhard. Merci. Très bonne matinée à tous. La matinée se poursuit sur Europe 1.